Monsieur le gouverneur, bonsoir. Bonsoir, monsieur le ministre. Alors, toutes les 2 semaines, vous avez l'occasion d'être invité en Conseil de ministres pour nous faire le point de l'évolution et de la situation sur le marché de change. Et ce soir, comme nous sommes dans une dimension, dans un exercice que nous voulons aussi pédagogique, peut-être que nous pouvons, dans un premier temps, avoir vos premiers commentaires sur la situation du franc congolais. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes le 28 avril 2024, mais peut-être que bien avant, monsieur le gouverneur, c'était un événement qui n'est jamais arrivé dans l'histoire économique de notre pays. Nous avons émis notre premier eurobond et nous avons réussi à mobiliser 1,250 milliards. Au Conseil de ministres, ce n'est pas le montant qui était important à vos yeux. Ce qui était important à vos yeux, c'est cette crédibilité retrouvée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en liminaire avant, évidemment, qu'on rentre dans les vifs de notre sujet? Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je m'en vais d'ailleurs féliciter la ténacité du ministre des Finances par rapport à cet eurobond, parce que je l'ai personnellement soutenu dans ses efforts d'aller à l'international pour émettre cette première obligation de l'État congolais. Et comme je l'ai dit en Conseil des ministres, pour moi, ce n'est pas tant le fait qu'on ait pu lever 1,250 milliard sur les marchés, ou encore moins le niveau des taux d'intérêt, mais c'est plutôt la marque de confiance du marché financier. Il y a une règle d'or en finance qui dit que les marchés ne se trompent jamais. Et ici, on peut voir que les marchés financiers se projettent avec la République démocratique du Congo sur 5 ans, sur 10 ans, et c'est un message fort de confiance en la stabilité et aux efforts qui sont déployés sous le leadership du président de la République pour, au fait, améliorer le cadre macroéconomique, et les marchés financiers ne voient pas de perturbations dans les 10 années qui viennent. Et ça devrait nous interpeller parce qu'au niveau national, il y a des émissions obligataires du ministère des Finances, mais nous n'avons pas réussi à dépasser les 2 ans de maturité. Et ici, les marchés internationaux sont prêts à prêter à la République démocratique du Congo pour 5 ans et 10 ans. Ça, c'est le grand message qui a été lancé à mes yeux. Voilà, merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Nous attendrons évidemment les démarrages de ces projets, mais aussi la capacité, la crédibilité retrouvée nous permettra de mobiliser davantage des fonds, y compris dans les marchés internationaux. Mais comme je le disais tout à l'heure, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ces jours, au 28 avril, en termes d'introduction de la conjoncture économique? Et puis avant, vous allez évidemment nous brosser les grandes orientations de vos lignes directrices depuis votre nomination à ces prestigieux postes de responsabilité. Merci, monsieur le ministre. En termes de conjoncture économique, comme vous le constatez toutes les semaines quand nous publions notre note de conjoncture, la situation économique de la République démocratique du Congo est bonne. Nous avons une croissance soutenue, 5,8 pour 2025, et on projette l'année 2026 à 6,2%. Nous avons une inflation qui est maîtrisée. Nous avons un taux d'inflation en glissement annuel à 2,36%. Nous avons des réserves internationales qui sont conséquentes, 7,7 milliards de dollars. Nous avons des bons BCC de maturité de plus en plus longue, et cela se traduit par une confiance des opérateurs économiques
si on voit la courbe de confiance des opérateurs économiques, elle est en croissance mois après mois, et ça se traduit également par des dépôts au niveau de nos banques commerciales qui s'accélèrent, et la part des dépôts en monnaie nationale qui grappille des petits points de pourcentage par rapport aux dépôts en dollars. Et finalement, nous avons un taux de change qui reste stable après l'appréciation que nous avons observée au mois de septembre et octobre de l'année 2025. Depuis lors, nous avons un taux de change qui est stable par rapport au dollar américain, ce qui est de bon augure pour notre économie. Voilà, en termes, ça c'est plus ou moins les agrégats aujourd'hui, mais Monsieur le Gouverneur, quelles sont vos principales orientations comme telles? Nous savons tous que patriotes, vous travaillez quotidiennement au renforcement du franc congolais. Je ne voudrais pas parler des dollarisations parce que il n'y a pas d'opposition entre les deux monnaies, mais bien au-delà de ça, est-ce que les réformes que vous faites aujourd'hui, comment peuvent-elles être comprises par les Congolais qui nous suivent? Parce que les chiffres, taux d'échange, réserve de change, on est habitué à les entendre, mais en français plus broyé, qu'est-ce que les Congolais peuvent comprendre de tous les tableaux que vous venez de nous peindre tout à l'heure? Les Congolais, en tout cas, je parle ici de ceux qui perçoivent leur salaire ou bien leurs émoluments en francs congolais, ont déjà pu constater une nette amélioration de leur pouvoir d'achat. On me parle très souvent des prix des biens et services qui d'aucuns discutent que ça n'a pas beaucoup évolué. Moi, je regarde le niveau de taux d'inflation. Mais si on considère que pour un ménage, les dépenses les plus importantes sont les dépenses qui sont liées au logement, puisque la plupart des Congolais ne sont pas propriétaires de leur logement. Eh bien, pour des ménages qui gagnent en francs congolais, pour un même niveau de salaire, ils ont pu enregistrer une nette amélioration de leurs revenus. Je donne un exemple simple. Pour un couple de Congolais qui gagnait 2 millions de francs congolais avant l'appréciation que nous avons observée et qui devait payer un loyer libellé en dollars de $200 par exemple. Si il payait avant l'appréciation un montant de 5 700 000 francs, non, pardon, de 570 000 francs, aujourd'hui, à la faveur de l'appréciation, il paye pour le même loyer, pour le même logement, un montant équivalent de 460 000 francs. Ce qui permet à ce ménage de pouvoir dégager 140 000 francs de revenus supplémentaires par mois, ce qui est assez considérable pour un ménage parce que ça représente à peu près 15% de revenus pour cet exemple que je veux vous donner. Je ne donne pas les exemples du prix du carburant à la pompe, qui, on sait le voir que malgré les crises qu'il y a eu, n'eût été cette appréciation du franc congolais qui a permis de réviser sensiblement le prix à la pompe. Avec la crise actuelle, nous aurions eu un litre de carburant qui aurait déjà dépassé les 3 000 francs à la pompe. Nous sommes encore aujourd'hui à 2690 et nous venons de 2490 francs le litre. Donc, déjà par rapport à cette appréciation, la population congolaise
peut aujourd'hui se dire que sa situation a changé. Mais ce que nous voulons par-dessus tout, c'est de conserver cette stabilité retrouvée de notre franc congolais pour permettre à notre économie de pouvoir se projeter, que quelqu'un qui décide de faire du commerce se dise que je vais acheter mes marchandises à un prix donné et je pourrai mettre une certaine marge et revendre avec un certain bénéfice en n'ayant pas peur de voir au fait une dépréciation venir me faire perdre tous les bénéfices que j'aurais engrangés. Et c'est dans cette situation de prédictibilité que nous voulons que la population congolaise puisse s'engager à la faveur de cette stabilité retrouvée pour qu'elle puisse de plus en plus travailler sereinement avec la monnaie nationale. Monsieur le gouverneur, vous vivez comme beaucoup d'entre nous à Kinshasa. Vous savez qu'il y a toujours cette grosse influence du dollar sur le marché. Tout à l'heure, je parlais de renforcement du franc congolais. C'est quoi votre stratégie? Ma stratégie, c'est d'abord montrer à notre population qu'il y a plus de bénéfices à travailler en francs qu'à travailler en dollars. Par exemple, aujourd'hui même, ceux qui continuent à effectuer leurs dépenses en dollars trouvent que les prix ont augmenté, alors que ceux qui font leurs dépenses en francs congolais, eux, sont bénéficiaires. Dans un autre domaine, très peu de Congolais savent que aujourd'hui, si on épargne en francs congolais, on reçoit beaucoup plus de rendement que si on épargne en dollars. En réalité, c'est de pouvoir emmener à la confiance. Et cette confiance se construit petit à petit avec le temps, et les gens vont se rendre compte au fil du temps que, effectivement, dépenser en francs congolais, épargner en francs congolais, non seulement nous permet de faire des économies, mais renforce globalement notre situation économique. Et pour 2027, vous vous êtes donné un horizon pour qu'on arrive, je ne voudrais pas utiliser le mot dédollarisation, mais en 2027, suivant vos projections, on devrait ne plus avoir de transactions faites en dollars. Ça n'a rien à voir avec la dédollarisation, puisque les transactions en dollars vont continuer à pouvoir exister. Il faut faire un distinguo entre payer, faire ces transactions en cash et dénouer ces transactions. Les transactions, donc ça ne sera pas un délit d'abord que les gens puissent détenir des dollars. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas détenir des dollars au sein de notre économie. Si on pourra les détenir, seulement quand on voudra faire une transaction, si vous avez des dollars, vous serez dans l'obligation de pouvoir convertir vos dollars en francs congolais pour pouvoir acheter un produit, ou bien vous prenez vos dollars, vous les mettez sur votre compte en dollars qui ne sera pas fermé, et à ce moment-là, vous pourrez faire votre transaction soit via carte bancaire ou bien via virement. Donc, qu'on ne fasse pas d'amalgame, il n'y aura pas d'interdiction de transaction en dollars. Il y aura tout simplement une obligation de pouvoir réaliser ces transactions en dollars par la monnaie scripturale, c'est-à-dire monnaie électronique, monnaie digitale, enfin digitalisation, virement bancaire et j'en passe. Voilà. Merci, Monsieur le Gouverneur, pour cette première partie. Évidemment, vous savez que le briefing, c'est aussi les questions de journalistes. Nous allons commencer cette série par Monsieur Amédée Morabo.
Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Amédée Moirabou, pour le compte de finances entreprises. Allez-y, Amédée. Oui, ma première question, ça va porter sur la dernière actualité. En tout cas, vous avez dit, Monsieur le gouverneur, que vous pensez à acheter des bons du Trésor américain. Alors, je pose la question de savoir, je sais que les économies qui achètent souvent les bons du Trésor américain sont des économies qui ont des réserves abondantes et qui cherchent à les placer dans des actifs sûrs et liquides. Or, en République démocratique du Congo, nous avons besoin justement de ces dollars pour avoir des routes, pour avoir des barrages et pour financer même notre industrie. Alors, quelle logique justifierait votre volonté d'acheter des titres du bon du Trésor américain du moment où l'économie congolaise a justement besoin de ces ressources pour financer notamment des secteurs porteurs de croissance. Entre autres, on voit aussi, c'est un peu contradictoire dans le sens où, d'un côté, on voit les gouvernements qui lèvent sur le marché international 1,250 milliard de dollars avec les eurobonds, et de l'autre côté, on voit la Banque centrale qui prend les ressources de nos réserves internationales, qui sont un patrimoine des Congolais, confié à la Banque centrale pour gérer, mais c'est une propriété des Congolais, et vous prenez une partie de ces ressources pour les stériliser dans les titres du bon du Trésor américain. Quelle logique y a-t-il dans ces démarches? Ça, c'est la première question. Alors, la deuxième question, nous sommes dans une économie où il y a une marge essentielle de l'informel. C'est-à-dire qu'il y a une grande masse monétaire qui circule aussi bien dans l'informel, et nous avons les dollars qui circulent, qui dominent la plupart des transactions, aussi bien formelles qu'informelles. Alors, vous lancez dans cette voie de la dédollarisation sans faire en sorte que ces circuits qui sont informels ne puissent d'abord intégrer les circuits institutionnels, et dans un pays où la confiance dans le franc congolais n'est pas encore rétablie durablement. Est-ce que pensez-vous pouvoir réussir la dédollarisation du franc congolais dès lors que l'informel continue à dominer les transactions commerciales et dès lors que la confiance des Congolais dans la monnaie, dans leur monnaie nationale n'est pas encore durablement rétablie? Vous avez bien voulu ne pas citer les chiffres, mais je sais que je l'ai traité. Malgré le fait que le franc congolais s'est apprécié, on voit bien que les crédits se donnent toujours majoritairement en dollars, autour de 87%, et les crédits en franc congolais, c'est toujours autour de 12,4%. Donc, malgré l'appréciation du franc congolais, il n'y a pas cette confiance ni dans l'octroi de crédits en dollars et en francs congolais, ni dans les dépôts en francs congolais dans le secteur bancaire. Et je termine par... Ça vous fera 3 ou 4 questions. Oui, et je termine par là. C'est peut-être une observation. Je l'ai dit parce que je suis dans les secteurs depuis longtemps, et notamment la Banque centrale où je suis accrédité depuis 2015. Mais j'observe que depuis Monsieur le gouverneur est là, il est dans une sorte de tour d'ivoire où il ne veut surtout pas écouter les autres sons de cloche. Je sais en tant que média combien des scientifiques qui émettent des idées contraires à votre politique actuelle, combien ces personnalités ils sont jetées en pâture par notamment les services de la communication de la Banque centrale, tout simplement pour traduire que vous ne voulez pas de notre son de cloche, vous ne voulez pas que l'intelligence congolaise puisse bénéficier à votre politique monétaire. Est-ce que André Ouamesso est-il en train de tourner le dos aux scientifiques, puisque vous savez bien, ce sont les idées qui guident le monde, et c'est les économies qui marchent, ce sont les économies qui prennent la science comme outil de gouvernance. Alors qu'en est-il pour vous? Cher Amédée, je crois que, s'il vous plaît, je comprends parfaitement. Je disais tout à l'heure, ce briefing est exceptionnel parce qu'on recevait le gouverneur de la Banque centrale, c'est inédit. Je pense que la présence du gouverneur de la Banque centrale ici est déjà une réponse.
en termes d'ouverture, en termes des débats, en termes des démocraties, en termes d'acceptation d'opinions contraires. Je vais vous faire un témoignage personnel le concernant. Je lui ai fait la remarque, entre guillemets, je dis, monsieur le gouverneur, vous avez le temps de répondre régulièrement vous-même dans des groupes WhatsApp. Et parfois, il tient des débats, je suis là, je regarde, je lis, mais c'est juste pour vous donner une illustration. Et je pense que lui-même le dira peut-être mieux que moi. Monsieur le gouverneur, allez-y, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. C'est juste pour dire que moi, vous savez, pour les gens qui me connaissent, j'aime bien les débats. J'aime les débats et j'aime les débats qui sont instructifs. C'est-à-dire que quand vous émettez une opinion, que vous arrivez à la démontrer et à convaincre par rapport à ce que vous dites. Mais quand ce que vous êtes en train de dire ne rencontre pas la rationalité, ce n'est que normal que je ne prenne pas ça en compte. Mais je ne suis pas contre la contradiction, bien au contraire. Monsieur le ministre Mouya vient de le dire, même dans les groupes WhatsApp où je suis, d'abord, je ne me suis pas retiré des groupes WhatsApp où j'étais avant d'être gouverneur. Je suis toujours là et je débat avec tout le monde, je partage mes opinions. Je vais vous donner un exemple. Parmi parmi un des articles, une des sorties des scientifiques dont vous citez, on a écrit que, je vais vous en citer 2 ou 3 comme ça, qui sont totalement à côté de la plaque, excusez-moi. On vient de dire que la Banque centrale a pris une décision illégale et économiquement peu efficace en interdisant la circulation du cash. Qu'est-ce que vous voulez que je dise par rapport à un article signé en bas professeur d'université? La décision sur la circulation des monnaies dans ce pays est régie par un décret de 2001. Et ce décret de 2001 est clair à ce sujet. On dit que les transactions peuvent se dénouer en devises, en monnaie étrangère, selon les modalités fixées par la Banque centrale. Quand la Banque centrale fixe des modalités, ça devient, on entre dans l'illégalité. Qu'est-ce que voulez-vous que je dise par rapport à des écrits comme ça, signés professeur d'université? Un autre exemple, on dit, depuis qu'il est arrivé à la Banque centrale, André Ouamesso a dilapidé 500 millions de réserves. Mais vous n'avez qu'à prendre les chiffres. Ils sont publiés chaque semaine. Quand nous sommes arrivés au niveau de la Banque centrale, nous étions à 7,5 milliards de réserves. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 7,9 milliards. Et nous venons de traverser la période la plus difficile de l'année, on va dire, monétaire, où il y a très peu de dollars qui arrivent au niveau du marché monétaire. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde par rapport à ça? Quand un argument est à côté de la plaque, il est à côté de la plaque. Mais je vous signale que pour le plan stratégique, la Banque centrale est allée à Kisangani avec d'éminents professeurs d'université. Nous avons réfléchi ensemble avec eux. Nous accueillons des professeurs d'université. Dans mon cabinet, je crois qu'il y a 4 ou 5 professeurs d'université. Donc vous n'allez pas me dire que je ne suis pas dans l'écoute ni dans le débat avec des intellectuels. Mais faudrait-il encore que ceux qu'ils emmènent comme débat soient qualifiés d'intellectuels? Parce que c'est assez... Si c'est des liansologues, ça peut être compliqué. C'est souvent assez bas comme argument. Et d'ailleurs, il y a beaucoup qui écrivent sans un seul chiffre dans l'article, en accusant, en critiquant, mais ils ne mettent aucun chiffre, aucune démonstration, et on écrit 3 pages. Bon. Alors, je ne sais pas ce que je... Mais on va avancer sur les questions. Sur les questions. Donc ça, je commençais par la 3e interpellation.
La première question, c'était sur l'achat des bons du Trésor américain. Ça veut dire que nous devons absolument qu'on comprenne les concepts. La Banque centrale gère les réserves de change. Comment gère-t-on les réserves de change? Ça veut dire qu'il faut d'abord les placer en dehors de votre pays pour que ces réserves ne puissent pas être utilisées dans la gestion quotidienne. C'est bien le terme réserve de change. Mais ces réserves de change doivent pouvoir ne pas être thésaurisées. Ce n'est pas parce que ce sont vos réserves de change que vous allez faire comme nos grands-mères, prendre cet argent, mettre en dessous d'un matelas. Non. Vous faites des placements avec ces réserves. Et les bons du Trésor américain sont parmi les actifs les plus liquides, c'est-à-dire des actifs qu'on peut transformer le plus rapidement possible en cash pour faire face à des chocs que pourrait connaître l'économie. Donc, quand on dit qu'on va placer, d'ailleurs, qu'on va placer, c'est un euphémisme, toutes les banques centrales placent leurs réserves dans des bons du Trésor, et notamment des bons du Trésor américain, parce que ce sont des actifs liquides. Pourquoi? Parce qu'en plus, ça rapporte des intérêts. Donc cet argent-là, on ne le thésaurise pas, on le place dans des actifs extrêmement liquides et qui rapportent des intérêts. Et ce sont des bons du Trésor à très court terme, de telle sorte que l'État congolais puisse les récupérer. Si on devait utiliser cet argent, puisque la question peut en valoir la chandelle, si on devait utiliser cet argent pour financer l'économie, alors ça ne serait plus des réserves de change. Alors ça ne serait plus un paramètre qui pourrait montrer que la République démocratique du Congo a de l'argent quelque part qui le protège contre des chocs, et ça va déséquilibrer nos fondamentaux sur le plan économique, et ça allait même rendre cette émission des bons du Trésor compliquée, parce que parmi les critères importants pour qu'on vous prête de l'argent, c'est justement le niveau de vos réserves. Parce que si jamais le gouvernement a des difficultés, c'est là qu'il peut éventuellement aller chercher des réserves pour faire face à ses obligations internationales. Réussir la dédollarisation avec un secteur informel très élevé. La question de la dédollarisation, comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de renforcer l'utilisation du franc congolais. Et dans ce même secteur informel, on utilise aussi le franc congolais. Donc tout ce que moi je dis, c'est que dans le secteur informel, aujourd'hui, quand vous dites qu'il faut formaliser d'abord le secteur avant de pouvoir, parce que je crois que vous parlez de la mesure de l'interdiction de l'utilisation en cash. Quand vous n'avez pas de compte en banque, mais vous avez un numéro de téléphone, Vodacom, Airtel, Orange, parce qu'on m'a souvent reproché de n'utiliser que M-Pesa. Je n'ai pas de contrat avec Vodacom, mais vous pouvez utiliser Airtel Money, Orange Money, M-Pesa. Vous chargez votre carte SIM, vous prenez des crédits M-Pesa en dollars et vous transférez de l'argent à votre tante au village en dollars. Vous êtes dans le formel ou bien dans l'informel? Voilà. Ça reste de l'argent qui tourne dans l'informel, mais c'est déjà digitalisé. Donc cette question-là, elle est déjà prise en compte par la technologie dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire que ce sont des transactions
qui aujourd'hui sont considérés comme étant informels, mais en réalité sont déjà captés par la digitalisation. On n'a pas besoin d'être formalisé en ayant un compte en banque, mais vous pouvez faire des moyens de paiement digitaux, des moyens de paiement mobiles, et c'est ce que nous encourageons avec le dollar pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, pour lutter contre la corruption, pour augmenter les recettes de l'État, puisque tout ça sera canalisé. Est-ce que vous savez aujourd'hui que nous avons fait l'étude au niveau de la Banque centrale du Congo? L'année 2025, nous avons importé pour 10 milliards de cash en dollars américains. Vous avez vous-même observé l'augmentation des dépôts au niveau des banques. Nous n'avons augmenté les dépôts que d'environ 1,5 milliard. Où sont partis les 8,5 milliards que nous avons importés au sein de notre économie? Et quand on sait que à l'Est, les personnes qui nous agressent via le Rwanda interposé payent leurs troupes en dollars et que le Rwanda n'importe pas des billets de banque, de cash en dollars. Ce dollar vient d'où? Et vous savez aussi que les dirigeants de cette rébellion, y compris les dirigeants de l'armée rwandaise, sont sanctionnés par les États-Unis d'Amérique. Et si vous connaissez un peu les règles liées aux sanctions américaines, les Américains ne vont pas vous poser la question de savoir si vous avez voulu ou pas aider des personnes qui étaient sanctionnées pour utiliser leur monnaie alors qu'ils n'en ont pas le droit. Donc, toutes ces mesures sont faites, sont prises pour aider notre pays aussi à respecter ces règles de blanchiment de capitaux, de respecter les sanctions américaines et de respecter toutes les règles de lutte contre le financement du terrorisme. Maintenant, vous avez dit que les crédits sont donnés en majorité en dollars. Oui, puisque notre économie, les dépôts sont essentiellement en dollars. Mais c'est aussi parce que prêter en dollars aujourd'hui coûte moins cher que prêter en francs congolais. Et c'est là que notre travail au niveau de la Banque centrale sera aussi de rendre le crédit en francs congolais abordable. Vous savez que nous venons d'un taux directeur à 25% encore il y a 7 mois à peine. Nous sommes aujourd'hui à 13,5%, donc 11,5% déjà de gagné, mais à 13,5%, les prêts en francs congolais restent chers. Et donc nous devons encore travailler, si les conditions le permettent, les conditions de conjoncture, y compris au niveau mondial, de continuer à assouplir ce taux d'intérêt directeur pour que les banques trouvent un intérêt à pouvoir prêter en francs congolais. Mais il n'y a pas que les banques, il y a aussi nous les Congolais. Parce qu'aujourd'hui, pour que les banques puissent prêter en francs congolais, il serait aussi intéressant que les Congolais puissent épargner en francs congolais. Puisque vous ne le savez peut-être pas, aujourd'hui, épargner en francs congolais rapporte plus que épargner en dollars. Mais combien de nos compatriotes ont une épargne en francs congolais? Aujourd'hui, si le franc congolais peut donner 10%, le dollar est à 4,5% au niveau de vos banques commerciales. Donc, c'est aussi un problème de responsabilité citoyenne par rapport à notre monnaie, par rapport à notre économie. Voilà, Monsieur le Gouverneur, on va aller
rapidement. On ne souhaiterait pas que les prochains intervenants fassent comme Amédée Moirabou. Comme ça, on va gagner le temps et on écoutera plus de questions. Les prochaines viendront de M. Faustin Kodiasala et puis sera suivi de M. Willy Kalingai. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole. Oh, ça passe, j'espère. Merci pour la parole. J'avais juste 3 petites questions, une question générique en fait. C'est par rapport au thème de la conférence sur la politique monétaire. Monsieur le gouverneur, malgré tout ce qu'il y a comme relèvement, ajustement du taux directeur et les autres instruments de la Banque centrale, la population, on a l'impression qu'il continue encore à ressentir une forte pression sur les prix. Alors je voudrais savoir clairement quels sont les indicateurs qui vous permettent aujourd'hui d'affirmer que la politique monétaire que vous menez produit réellement des effets concrets sur le contrôle de l'inflation. Et l'autre question, c'est par rapport à l'objectif que vous vous êtes fixé sur avril 2027 sur les transactions en cash en dollars. Alors moi, je voulais savoir quel dispositif opérationnel concret au niveau de la Banque centrale que vous pensez mettre en place pour garantir une transition fluide vers le paiement en francs congolais ou en devise structurale, sans perturber les échanges commerciaux, ni pénaliser les citoyens non bancarisés. Je sais que par rapport à la question d'Amédée, vous êtes longuement revenu sur l'économie informelle. Je voudrais faire avoir vos apaisements par rapport à cette question-là. Et la dernière, c'est en rapport avec les perspectives et les risques. À moyen terme, je voudrais savoir quels sont les principaux risques qui pourraient compromettre au niveau de la Banque centrale les objectifs de stabilité monétaire. Je sais qu'il y a de fortes pressions qui vont peser sur vous, notamment en termes de dépenses publiques, en termes de tensions sécuritaires et même en termes de chocs extérieurs. Alors comment la Banque centrale se prépare-t-elle à y répondre, à gérer toutes ces pesanteurs-là? Merci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Toudiasala. Oui, merci beaucoup. Par rapport à l'indicateur phare, au fait, pour nous, c'est le taux d'inflation. C'est vrai qu'on peut trouver que ce n'est pas quelque chose qui est assez parlant, mais c'est un indicateur qui vient de l'Institut national de statistique. Ce n'est pas un indicateur qui est produit par la Banque centrale. Il est vrai que nous avons observé un réchauffement au niveau des prix, on va dire une légère accélération de la formation des prix qui est liée à la tension que nous observons avec la crise autour du détroit d'Ormuz et l'augmentation de 200 francs du prix à la pompe. On a observé une accélération de la formation des prix. On a atteint un record pour la semaine où ça s'est passé à 0,24. Mais nous revenons à des niveaux acceptables. Mais je voudrais dire aussi qu'il y a un phénomène que nous avons observé pour lequel nous travaillons notamment avec le ministère de l'économie, c'est le fait qu'au niveau des commerces, y compris même dans des hôtels, on m'a fait parvenir cette information, que les taux de change qui sont indiqués sont différents des taux de change pratiqués par les banques. Et ça a un impact aussi sur le niveau de l'inflation. Et c'est pour cela que nous sommes en discussion avec le ministère de l'économie pour savoir comment régler ce problème. Mais nous, au niveau de la Banque centrale, nous sommes en train de réfléchir carrément à mettre tous ces commerces et ces hôtels qui affichent des taux de change dans une situation de défaut d'agrément, parce qu'ils se comportent véritablement comme des cambistes, des maisons de change, parce que comment pouvez-vous expliquer que dans ces hôtels, dans ces supermarchés, il y a des terminaux de paiement électronique,
où le taux qui est pratiqué, c'est le taux de leur banque. Ce n'est pas le taux qu'ils affichent. De telle sorte qu'ils font une prime aux personnes qui viennent payer en cash. Je m'explique. Vous avez un produit qui est à 250 000 francs. Vous dites que vous avez un taux au niveau de votre magasin de 2500 francs pour $1. La personne fait le calcul. Il dit, ce produit me coûte $100. N'est-ce pas? S'il paye en cash, il n'y a pas de problème, puisque le marchand va lui appliquer son taux farfelu de 2500 francs. Mais s'il paye avec sa carte au taux de sa banque, et si sa banque a un taux de 2320 ou de 2300, il se verra payer le même produit où il s'attend à payer $100, il va payer $109. Donc, il y a ce que moi j'appelle une marge de change de la part de ce marchand. Et donc, il se considère, il fait un travail de cambiste sans pouvoir le dire. Donc, nous allons serrer la vis de ce côté-là, parce que c'est inacceptable qu'au niveau d'un même magasin, qu'il y ait deux taux de change différents. Le taux que le marchand affiche et le taux de sa banque si on doit payer via la monnaie électronique. La transition fluide, oui, nous avons une série de mesures que nous allons vous annoncer bientôt, puisque nous devons aussi, pour toute une série de mesures, nous concerter avec le gouvernement pour leur application, parce qu'il faudrait par exemple imaginer une amnistie pour toutes les personnes qui ont du cash chez eux à la maison, qui viendraient déposer au niveau des banques pour pouvoir respecter la mesure. Ça s'est vu dans d'autres cieux. En Belgique, par exemple, dans les années 90, il y a eu ce qu'on a appelé la déclaration libératoire unique, où on demandait à tous les contribuables belges qui avaient placé leur argent dans les paradis fiscaux, y compris au Luxembourg, de pouvoir rapatrier cet argent en Belgique et de faire une déclaration libératoire unique qui donnait une certaine exemption et une certaine facilité. Donc nous devrons penser à ces éléments-là, mais vous serez informés très rapidement. Mais vous savez, moi je n'ai pas trop d'inquiétude par rapport à ça. Parce que au niveau de la Banque centrale, nous voyons le nombre d'agréments qui sont demandés aujourd'hui par les fintechs, et nous observons les investissements qui sont réalisés par ces entreprises qui sont déjà installées au pays, Visa, Mastercard et Wave. Nous avons donné un agrément à une solution congolaise qui s'appelle Main Money. D'ailleurs, demain, nous aurons voir le lancement de ce projet pilote où on pourra payer avec la paume de main. Donc, les développements dans le secteur de paiement digital va à une vitesse telle que ça sera déjà beaucoup plus pratique. Et donc, nous devons juste prendre des mesures pour que les frais soient les plus bas possibles pour permettre cette transition-là. Et j'ai oublié votre dernière. C'est sur les perspectives. Les perspectives et les risques, évidemment. Ah oui, oui. Mais vous savez, nous... Il y a comme pression sur les dépenses, les tensions sécuritaires. Comment vous allez gérer tout ça? Vous savez, ça, on va dire, ce sont on va dire des situations qui sont exogènes de la politique monétaire.
la politique monétaire va mettre en place son cadre, mais derrière, il y a la politique budgétaire. Heureusement que nous sommes en concertation permanente. Et si vous le remarquez, les dépenses sécuritaires, les 3 premiers mois de l'année 2026, ont fortement diminué, ce qui allège notre tâche. Mais je dois vous avouer que notre crainte majeure par rapport à la situation du pays, c'est plutôt le choc exogène si cette crise au niveau d'Ormuz perdurait. Parce que, comme vous voyez déjà avec la hausse du prix du carburant, qui va avoir une répercussion sur les autres produits que nous importons à cause du coût logistique pour ces produits-là aussi. Mais si ça perdure, on risque d'avoir une baisse de la croissance mondiale et qui va entraîner une baisse de la demande des matières premières qui peut affecter aussi les prix. Donc on peut avoir une rareté des devises dont nous bénéficions avec nos exportations et que nous devrions dépenser plus cher pour pouvoir exporter. Et c'est pour cela qu'au-delà de ce que nous savons faire en termes d'accumulation de nos réserves en dollars, nous avons pris la décision de pouvoir commencer à accumuler des réserves en or que nous achetons en francs congolais. Ça va nous permettre de constituer un coussin supplémentaire de protection au cas où ce choc, donc ce scénario, on va dire pessimiste, devrait subvenir. Voilà. On va prendre les questions de M. Willy Kalengai. Ensuite, ce seront M. Jacques Moulouba et Patrick Bomboka. Merci de la parole, Monsieur le ministre, Monsieur le gouverneur. 3 petites questions, pour moi 3 petites questions. Il est vrai que la Banque centrale est un organisme indépendant. Quels sont les points de jonction entre la politique monétaire et la politique budgétaire? Parce que c'est le lieu aussi de faire partie certaines rumeurs. Mais parmi ces rumeurs les plus fortes, il y a celle qui dit que vos dernières décisions ont quand même fait baisser les recettes de l'État. Ce qui signifierait aussi les difficultés de paiement des fonctionnaires. C'est un lien qui a été posé. Alors, comme nous faisons les bilans, quels sont finalement, si cela est vrai, s'il y a eu baisse des recettes, qu'est-ce que vous faites pour que nous puissions combler ce vide-là, s'il y en a, ces gaps-là, et payer régulièrement les fonctionnaires qui aujourd'hui sont de plus en plus inquiets. Ma deuxième petite question, vous venez de le dire tout à l'heure, vous parlez de l'or comme ressource refuge, mais la question, je la prends de l'autre côté. Qu'est-ce qui a poussé la Banque centrale à choisir une seule structure et à signer avec cette structure-là un accord d'achat, alors que nous sommes dans une libre concurrence? Pourquoi avoir choisi un seul acteur? Fut-il de l'État? Ce n'est pas. Les lois ne le permettent pas. Dernière petite question. Vous avez tout à l'heure parlé de la baisse du taux directeur de la Banque centrale. Est-ce que vous ne poursuivez pas 2 objectifs contradictoires? Est-ce que vous ne pensez pas que cette baisse peut avoir une incidence sur l'inflation et même sur le renforcement de ces francs congolais que vous voulez protéger? Ce sont mes 3 questions. Voilà. Merci beaucoup, M. Willy Kalengai. Sur la question de fonctionnaires, le gouverneur en dira sûrement davantage, mais j'ai discuté encore ce matin avec le ministre des Finances pour dire que pour le mois d'avril, il n'y a pas de retard et que les dispositions sont prises pour que les perturbations qu'il y a eu les mois précédents ne se produisent plus durant l'année qui va suivre. Allez-y, M. le gouverneur. Oui, M. Willy Kalengai, ça fait partie aussi des attaques que la Banque centrale a subies de la part... Le gouvernement aussi? Oh, je n'ai jamais entendu le gouvernement
publiquement attaquer la Banque centrale sur ce sujet-là. Pourquoi? Parce que je m'inscris en faux par rapport à cette affirmation. Parce que quand on fait une politique gouvernementale, les recettes qu'on met à votre disposition, ce sont les recettes budgétaires pour faire votre politique. Et les recettes budgétaires n'ont pas baissé. Les recettes budgétaires n'ont pas baissé. Les recettes, l'année 2025, et ce sont les chiffres du ministère des Finances, sur 27 401,2 milliards de francs congolais d'assignation de recettes budgétaires, la RDC, donc le ministère des Finances, à travers de ses régies, a atteint 28 294,8 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 103,3% pour l'année 2025. Maintenant, la question qui... Je viendrai pour 2026, ne vous inquiétez pas. La question qui se pose, est-ce qu'avec l'appréciation du franc congolais, on a vu les recettes baisser? Mais c'est factuel. C'est pas ça, c'est pas en ces termes-là qu'on répond à une interrogation économique. C'est d'abord de savoir, est-ce qu'il y a eu perturbation budgétaire à cause de l'appréciation du franc congolais? D'abord, je vous ai parlé des recettes qui n'ont pas baissé. Donc, si le législateur pose la question au ministre des Finances, est-ce que vous avez atteint les assignations que nous vous avons données, puisque c'est nous l'autorité budgétaire, le Parlement? La réponse sera oui. Deuxième chose, c'est qu'un budget est fait de 2 colonnes. Et ça, on n'a jamais parlé de ces phénomènes dans les débats publics. Et je n'en parle pas parce que je n'aime pas commenter sur ces sujets-là, mais puisque vous me posez la question. Sur les 3 derniers mois de l'année 2025, l'État congolais a engrangé l'équivalent, je veux être très précis, de 1,91,7 milliard de dollars. Effectivement, quand vous faites votre calcul, comme à l'école primaire, je l'ai dit à votre confrère Christian Lusakweno, vous multipliez par 2820 et quelques, vous avez un niveau de recettes en francs congolais, et quand vous faites avec l'appréciation, vous avez moins. Et dans le cas d'espèce, la baisse des recettes était de 659,4 milliards de francs congolais. Maintenant, allons regarder du côté des dépenses. Puisqu'on a aussi dépensé en dollars, M. Willy Kalengai. Et on a dépensé exactement 1 milliard 450 millions de francs congolais les 3 derniers mois. Si on les rapporte au même taux de 2850 francs le dollar, on aurait eu des dépenses de à peu près 4100 milliards. Mais grâce à l'appréciation, ce n'est pas ce niveau-là qu'on a inscrit dans notre budget.
on a inscrit au taux de 2220. Donc, on a inscrit 3221 milliards. Et on a fait des économies de 876 milliards de francs congolais. Maintenant, prenons les deux effets. L'effet perte des recettes et l'effet économie de dépenses. L'État a donc gagné 217 milliards grâce à l'appréciation. Et vous voyez, nous n'aimons pas entrer dans les polémiques inutiles avec les gens. La Banque centrale produit des chiffres et que tout le monde peut aller vérifier et peut aller confronter ça à la réalité. Voilà la réalité économique. Voilà dans quel sens on doit parler de ces effets-là. Puisque un budget, c'est deux jambes, c'est recettes et dépenses. Mais il ne faut pas, puisque c'est intuitif, de dire que bon, les recettes sont en dollars, si ça baissait, mais ça tout le monde le comprend. Mais poussons un peu la réflexion un peu plus loin, et les chiffres qui sortent ici, ce sont des chiffres que tout le monde peut vérifier. Maintenant, les 3 premiers mois. Je peux encore vous dire que les recettes n'ont pas baissé. Nous avons eu des problèmes avec 2 régies. La DGI et la DGRAD. La DGI, problème de réforme de la facture normalisée. C'est la principale taxe d'ailleurs qui est collectée pendant les 3 premiers mois de l'année. Et la DGRAD, c'est retard dans l'exportation, dans la reprise des exportations de cobalt. Vous verrez que la DGDA, comme par hasard, a atteint ses assignations sans problème. Pourquoi on n'en parle pas? Puisqu'il ne faut pas isoler. Puisque si c'était un effet du franc congolais, on devrait retrouver le même effet à la DGI, à la DGDA et à la DGRAD. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au mois de mars? La DGI, puisqu'il y a eu un arrangement, a vu ses recettes augmenter. Et la DGRAD, vous avez vérifié? Ils ont fait 170% de leurs assignations budgétaires. Maintenant, le mois d'avril n'est pas encore fini. Ça sera un mois terrible en termes de recettes. Et je suis en train de vous dire que tout ceci, ces recettes vont être atteintes avec un taux budgétaire encore supérieur au taux du cadrage de la Banque centrale, puisqu'on a inscrit au budget un taux de 2460. Donc même avec ce taux-là, vous voyez très bien que si on avait pris le taux de la Banque centrale, on serait déjà, en fait le taux réel, on serait déjà au-dessus. Donc, c'est pour répondre à votre question. Et ces sujets-là sont débattus de manière ouverte avec le gouvernement. Nous avons des réunions de conjoncture économique. Nous avons le Conseil des ministres, nous avons la commission ECOFIN et nous avons des réunions informelles. Le ministre des Finances et moi-même, nous nous appelons 2 à 3 fois au minimum par jour. Donc, il n'y a pas de problème de coordination à ce niveau-là. Pourquoi la BCC a choisi de... Sans appel d'offres. Sans appel d'offres, nous sommes dans un... Oui, marché non. Pourquoi la BCC a choisi le DRC Gold? Oui, ça je ne voulais pas faire la pub, mais puisque DRC Gold est un fournisseur d'or artisanal comme les autres, mais je veux vous faire lire le contrat, il n'y a pas d'exclusivité. Voilà, donc je crois que c'est la question qui vous taraudait l'esprit. Il n'y a pas d'exclusivité. Nous avons choisi DRC Gold parce que c'est une société, et c'est parce que c'est une société qui, pour exporter
notre or artisanal avait déjà rempli un certain nombre de conditions et de cahiers de charges préalables à l'exportation de notre or artisanal vers l'étranger. Et donc, ça nous mettait un peu plus à l'aise, mais il n'y a pas d'exclusivité. Nous pouvons acheter notre or auprès de... Qui peut vous le fournir? Voilà, qui peut nous le fournir dans les conditions de traçabilité, de transparence et de conformité. La baisse du taux directeur. Oui, nous avons eu un large débat sur la question pour nous poser la question de savoir est-ce qu'en baissant le taux directeur, nous n'allons pas mettre à mal les équilibres macroéconomiques retrouvés. Et donc, nous avons eu plusieurs scénarios. Et dans tous ces scénarios, ce que nous avons remarqué, c'est que le niveau d'inflation dans le scénario le plus mauvais était aux alentours de 7%. Ça veut dire que ça nous laisse une positivité qui était très grande si on gardait le taux à 15%. Donc il fallait quand même montrer que nous sommes dans une situation et ancrer les anticipations du marché. Puisque si nous ne l'avons pas fait, le marché allait voir qu'on craint une crise. Mais on se dit non, la crise, elle n'est pas encore là, mais on ne sait pas si elle va subvenir, donc on fait un assouplissement prudent. Et on le remarque. Aujourd'hui, regardez que nous avons un taux d'intérêt directeur à 13,5%. Les marchés financiers nous prêtent à 10 ans à 9,5%, à 5 ans à 8,75%. Ça doit nous interpeller par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire que ici, les banques centrales avec un taux directeur de la BCC à 13,5% ont un placement, comme on dit, supérieur au marché. Et ça nous permet d'avoir un instrument solide de politique monétaire si on veut ponctionner des francs congolais. C'est ça qui nous a poussé à dire que, puisque même à l'époque, vous verrez que les émissions du Trésor avaient un taux déjà d'intérêt nettement inférieur au taux directeur, puisque les dernières émissions en francs congolais du Trésor étaient aux alentours de 10%, alors que nous avons un taux d'intérêt à 15%, ce qui explique aussi l'attrait du système bancaire pour les bons BCC, notamment les bons BCC à maturité longue, parce que ce sont ceux-là qui donnent le plein rendement. Donc, si nous voulons aussi aider à ce que l'épargne récoltée aille aussi au niveau de la politique budgétaire, donc finance le Trésor, nous devons assouplir notre taux directeur. J'aime discuter avec vous parce que nous nous comprenons très facilement, cher Willy. Et la petite polémique souhaitée n'a pas eu lieu, M. Kalengai. On va prendre en série les questions de M. Jacques Moulouba et Patrick Bomboka. Ensuite, Monsieur le Gouverneur, je vous demanderai d'être un peu expéditif parce que nous avons dépassé l'heure. On ne peut pas... on peut parler jusqu'à 2 h du matin. Et on aura une dernière question, Monsieur le Gouverneur, en lingala, pour Narolim, Bolé, Laba Congolais, Bazola, Nabiso, Moussala, Zosala, Oetali, franc congolais. Allez-y, M. Jacques Moulouba. Je demanderai à M. Bomboka d'avancer aussi, s'il vous plaît. Merci, c'est M. Jacques Moulouba. Monsieur le Gouverneur Moulouba, vous rentrez des assemblées de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Et selon les informations en notre possession, vous avez été applaudi par rapport aux réformes que vous avez engagées au niveau de la Banque centrale du Congo. Et je reviens à une décision que vous avez prise, notamment sur l'exclusivité de l'importation des dollars physiques par la Banque centrale du Congo à partir d'avril 2027. Faustin l'a évoqué, mais vous avez promis d'annoncer des mesures d'encadrement.
Mais moi, je reviens au niveau de la source, monsieur le gouverneur. Quelles sont les raisons, les vraies raisons qui vous ont poussé, les vraies raisons macroéconomiques et prudentielles qui vous ont poussé à prendre ces décisions, quand on sait que c'est une décision qui asphyxie un peu les banques commerciales? Qu'est-ce que vous avez remarqué au niveau des billets? Puisque selon certaines sources, c'est puisqu'on a attrapé un Congolais avec une valise de billets de banque au niveau de l'aéroport, c'est ce qui vous a poussé à prendre cette décision. Alors, quelles sont les vraies raisons aujourd'hui au niveau de la source? La deuxième question, si monsieur le ministre le permet. Allez-y rapidement. C'est en rapport avec la digitalisation et l'inclusion financière. On se retrouve devant le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Alors, quelles sont les priorités que la Banque centrale du Congo s'est fixées pour 2026-2027 en ce qui concerne les paiements digitaux? Et est-ce qu'on peut avoir des chiffres, monsieur le gouverneur, en ce qui concerne les principaux indicateurs de la digitalisation, en ce qui concerne les taux de bancarisation, compte mobile, usage de services et tout? Monsieur Patrick Bombok, allez-y s'il vous plaît. Ah, on prend les deux en même temps. On prend les deux en même temps. Patrick Bombok. Oui. Merci pour la parole, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur le gouverneur. Bonsoir. Juste une question en vous référant aux dernières mesures du comité de politique monétaire. Dans quel scénario vous situez-vous pour les 12 prochains mois? Voilà. Yasuka Yaningala, Ndeko Thierry, comme ça, gouverneur Akoyinbola, Akoyanola Namalamoko. Bonsoir, gouverneur. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, excellent. Bonsoir, Ndeko. Mungala? Ah, Yangwana. Le Sako, gouverneur. Le Sako. Mboto Loga Bakino Baloba. Mbotende. Voilà. Dans la question de Balé, il y a les Bosso, Kulutu, William Lobaki Yango, mais. Nabosani Kombo. Kombo Thierry Landou. Thierry Landou. Thierry Landou. Pour le compte du plateforme CNL. Ok. Voilà. Kulutu, Willy Kalinga a posé qui est Yango, mais il semble qu'on répondre. Tous les gouverneurs à Banque centrale, les fonctionnaires de Hollande, les Cambo Zozon à trop. Retard à paiement et salaire des fonctionnaires. Yango na toko ndimola na lingala. Parce que na répondant qui était pour ministre merci Ayanola. Ayanola qui déjà que ezapenda question à Moutouya o likambo ya retard ya paiement ba fonctionnaire. Au banque centrale atina kimbongo na retard. Na loba boye. Oyebi soki ata au sali jeune il y a une semaine. Balia ka 7 fois hein. Olia ka mbala moko tondi. Nzala mikolezo miesi la ranabile ya mukolomoko. Baebi sibino que voilà. Baebi sibino que problème wana na mois d'avril bato bazo yoka biso ngakut naza na banque centrale bazo futama déjà ba soda ba enseignant ba policier bazo futama déjà. Bon, donc à part ça voilà. Ba mois nyonso wana o eleki ata ba retard et salamaki mais ba futamaki. Mais si à partir à moi oyo retard ezali sous-souté. Torozela pour total abiso to tika ki Saint Thomas. Torozela Thomas ki Saint Thomas il faut ezala toujours. Ata au lieu de 7 jours, au lieu 7 fois té. Au lieu rambala moko tondi. Gouverneur question mi balé Yasuka. Ezali kambo ya to. Je pense que il y a 1 ou 2 semaines to imataki. Et le on a 22 comme la 23 500 24 finalement souci na yoto ya banque centrale les a to ekomana ekitala combien pour permettre pouvoir d'achat ya ba congolais à la pina malamu parce que OK na ba banque mususu mbongo ko futa ma ba fonctionnaire na franc congolais molingi dollar pour que futa ndako o mona ba opeso to musu na banque obimi pe pa ya ba tolo ba informel ba za pe na to na bango mais finalement banque centrale na yo elongo bolingi bo komisa dollar to franc congolais na to nini équivalent à dollar. Ministre naza mutuna moko. To komi déjà na. Limbisa penza mokonjeza question ezotambola. Xénophobie en Afrique du Sud ba congolais toza bandeko kuna bazolela makasi. Gouvernement talibango te atiki bango kaka bongo to boni. Merci. Madame nakoyanola na mutuna wana l'air gouverneur akosilisa gouverneur. Bon to ya dollar na robanda liboso na oyo ya question ya lingala. Banque centrale e fixaka to ya dollar te. To ya dollar ezali résultante topé conséquence na ebi terme na lingala te. Il y a volume,
il y a offre, il y a demande, il y a dollar, il y a marché de change. Mais ce qui est évolution en gros, tous allez qui na période où tu commis sika wa na ba 2300 francs congolais pour un dollar moko alors que tout est qui na ba 2220 2250, c'est parce que le dollar est là qui moqué dans le marché par rapport à la demande oyo ba commerçant oyo ba ote côté ka ba produit na bango na fin de l'année, il fallait ba reconstituer ba stock. Mais tokomi na mungonga oyo dollar et yaka ebele na marché. Je crois qu'à partir il y a l'élo déjà lobby p jeudi tokoza na dollar ebele na marché. En tout cas ce qui loi wana économique ezali respecté toko constater chute ya to ya dollar. Oui, tu peux constater tout le bas appréciation et à franc au nakanisi et ko récupérer oyo et perdaki ba mikolo oyo et uti koleka parce que pour na biso banque centrale tozali na toté ya ko ciblé mais tozali na niveau moko to komona que marché est comme na équilibre et que équilibre wana soki lelo po balobaka que banque centrale et injecter des dollars dans le marché. Mais là, on va que tu injectes des francs. Ce qui dollar est belé, banque centrale paye à chaque franc. Mais comme les alliés monnaie na biso, tu connais que tu as des francs à disposition au marché. Mais na ba mikolo oyo koya na vague oyo dollar koya est belé pour na ko futa mpako ya l'état. Tu es obligé il y a que ba franc à dans disposition un marché pour créer équilibre. Voilà réponse na parce que tozali na tomo côté et là comme ça tozo lukande stabilité ba prix ezala na C ou bengaka maîtrise de l'inflation et pour na économie na biso ezala stable. Voilà. Bomboka, la question de M. Bomboka. Oui, pour M. Bomboka, le scénario pour les 12 prochains mois. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'on a un seul scénario, sinon on ne fait pas d'analyse, puisqu'on sait ce qui va arriver. Je crois qu'on a la possibilité de voir cette crise, puisque notre scénario est principalement basé sur ce qui se passe, enfin les différents scénarios possibles sont principalement basés sur ce qui se passe en Iran actuellement. Et si la situation s'améliore, il y aura une conséquence sur le prix du pétrole. Donc les prix du pétrole vont baisser et on va avoir un réajustement à la pompe chez nous aussi et une décélération de l'inflation. Si la crise continue, mais dans les niveaux actuels, nous allons continuer à avoir un prix du pétrole autour de 100. Et c'est le scénario plus ou moins de base où on va avoir plus de problèmes à ce niveau-là. Mais ça sera déjà ce que nous observons maintenant. Et on va, avec les moyens que nous utilisons, contenir la situation. Et si la situation s'empirait, le prix du pétrole peut grimper à plus de 150. À ce moment-là, nous serons dans un scénario très pessimiste et où nous devrions sans doute toucher à nos réserves de change pour faire face à nos besoins. Voilà. Et donc, pour la question de M. Jacques Moulouba, quelles sont les vraies raisons pour l'exclusivité? Mais je crois que ce sont les raisons que je vous ai données. Et la raison dont vous avez parlé là fait partie de ces raisons. Parce que le fait de se retrouver avec une mallette de dollars dans un hôtel ou bien à l'aéroport, ça fait accroître
le risque de blanchiment de capitaux. Et vous savez que nous avons fait des efforts considérables pour sortir de la liste grise du GAFI. Il faut donc anticiper. Quand on doit prendre des mesures, c'est pouvoir anticiper, puisque nous avons répondu à toutes les recommandations du GAFI en la matière. Donc il ne faudrait pas qu'une fois que la RDC sort de cette liste, et que nous puissions retourner quelques mois après, parce que notre dispositif n'est pas suffisamment robuste que pour lutter contre le blanchiment des capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme. Parce que même nos interlocuteurs nous ont dit qu'il est plus difficile de rester en dehors de cette liste grise que de revenir à nouveau. Ce n'est pas parce que vous sortez de cette liste que ça vous donne des gages de sûreté que vous n'allez plus y retourner. Et vous savez très bien que nous attendons des investissements importants des États-Unis d'Amérique à la faveur du partenariat stratégique qui a été conclu sous le leadership du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo entre la RDC et les États-Unis. Donc, c'est l'une des questions qu'ils vont regarder à la loupe si nous avons des dispositifs anti-blanchiment des capitaux, surtout ici, que nous sommes en train de parler du dollar. Je ne veux pas revenir sur les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure avec tous ces dirigeants qui sont sanctionnés par les Américains, y compris de l'armée rwandaise que de la rébellion supportée par ce pays agresseur. Vous m'avez parlé tout à l'heure du taux une question sur le taux d'inclusion financière. D'après les derniers chiffres, nous sommes aux alentours de 58% d'inclusion financière et un taux de bancarisation entre 25 et 30%. Pourquoi on a plus au niveau d'inclusion financière? Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez utiliser des moyens digitaux de paiement sans avoir un compte en banque si vous avez accès avec le mobile money via votre téléphone, par exemple. Et c'est sur ça que nous allons nous reposer pour mettre en application notre mesure. Et je peux vous dire que c'est possible. Nous avons une population à plus de 80% qui est née après l'an 2000. Donc, ils ne connaissent pas l'hyperinflation. Ils sont très connectés, ils sont très friands des nouvelles technologies. Et je crois que c'est cette population-là, cette jeunesse-là, qui sera et qui est déjà le moteur de cette digitalisation dont on a besoin et qui représente aujourd'hui le plus important levier de croissance pour notre économie. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Gouverneur. On a terminé cet exercice de redevabilité. Évidemment, il y a eu beaucoup de questions qui n'ont pas été posées, mais je pense que nous avons dit l'essentiel sur ce que vous faites depuis le mois de juillet 2025 et les perspectives positives qui nous permettent de croire davantage au renforcement de notre monnaie nationale, le franc congolais. Alors, un mot pour terminer. Sur quelle note nous terminons cet exercice ce soir, tout en sachant que peut-être dans 3 mois, dans 6 mois, nous aurons peut-être la possibilité de revenir pour davantage éclairer la lanterne de compatriotes qui nous ont suivis ce soir. C'est d'abord vous dire merci. Merci pour cet exercice. Ce n'est pas évident parce que je me rends compte que les questions économiques et financières ne sont pas des questions qui sont naturellement prisées par notre population. Je crois qu'on s'était plutôt renfermé dans une certaine fatalité. Et je crois que d'ailleurs c'est pour cela qu'on ne s'interrogeait pas beaucoup sur ces sujets-là. On était dans une certaine fatalité de dépréciation continue,
de notre monnaie, d'inflation qui était tout à fait naturelle. Et c'est pour cela que maintenant, quand on voit notre monnaie s'apprécier, ça suscite toutes ces questions et j'espère que les gens vont se poser les bonnes questions et trouveront les bonnes réponses, tout en sachant que les véritables acteurs de la stabilité du franc congolais, c'est le Congolais lui-même. S'il utilise le franc congolais dans ses transactions et s'il épargne en franc congolais. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Gouverneur, d'avoir participé à cet échange. Nous reviendrons encore évidemment parce qu'il y a beaucoup de points qu'il faut aborder.